Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde par l'Institut de EDS. On a un beau sujet, je pense, qui est de plus en plus intéressant pour en discuter. Je vais juste faire un petit contexte avant de présenter nos trois conférencières de la journée. On sait que les villes partout sont en pleine expansion en termes de population, en termes de superficie. On a des chiffres qui démontrent ça et des prochaines décennies, ça va vraiment accélérer cette expansion. Et une proportion grandissante donc de la population va aussi être en ville. Donc, comment améliorer et même maintenir la biodiversité dans ce contexte-là, à la fois d'expansion, densification? Est-ce qu'on peut à la fois maintenir la biodiversité ou même penser à augmenter la biodiversité tout avec des nouveaux défis des villes en pleine expansion? C'est des grosses questions. La biodiversité en ville, on peut penser, on est ici dans une faculté de foresterie. C'est pas juste le canopé, par exemple. Le canopé est très important et on voit qu'on a des gros défis, par exemple à Montréal, avec l'arrivée de la grille de frêne qui attaque une bonne proportion de la canopé. On a d'autres pathogènes exotiques. On a beaucoup de défis juste pour le canopé. Mais il y a d'autres dimensions de la biodiversité dont on va parler un peu aujourd'hui. Il y a toute la végétation qui est associée, les sous-bois, la végétation dans les ruelles, la végétation qui est dans les cours arrière des maisons. Il y a tous ces aspects, il y a de la faune, il y a même, puis on va toucher aujourd'hui, la biodiversité souterraine, la biodiversité dans les sols, la faune du sol, les micro-organismes du sol. Donc, il y a tout ce contexte de biodiversité qui est beaucoup plus que juste la végétation, qu'on peut penser comment on va gérer dans ce contexte des villes qui sont agrandissantes et densifiées. Donc, on peut essayer de penser comment gérer plus globalement donc cette biodiversité. Et nos trois conférencières aujourd'hui vont nous donner des aspects à penser, à réfléchir et à discuter à la période de questions. Donc, je vais le présenter. On est très content d'avoir la présence de trois femmes bien connues de Montréal. Je vais commencer avec Danielle Desgenais. Danielle est chercheure associée à la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal et à la chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal et professeure à l'École d'architecture et de paysage de cette même université depuis 2007. Spécialiste en des végétaux, Danielle est agronome, titulaire d'une maîtrise en génie de l'environnement et un doctorat en aménagement. Elle est membre des associations des architectes paysagistes du Québec et également co-responsable du groupe de travail sur les déterminants de la gestion de la biodiversité urbaine au Centre de sciences de la biodiversité du Québec. Ses recherches et publications portent sur la biodiversité urbaine, les infrastructures vertes et les changements climatiques appréhendés tant au point de vue phytologique qu'aménagiste. Notre deuxième conférencière est Coralie Denny. Coralie est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle travaille depuis 2001 au Conseil régional de l'environnement de Montréal, le CRE. Elle y était pendant 8 ans responsable des dossiers relatifs aux espaces verts, à la qualité de l'eau et de l'air, ainsi qu'à la gestion des matières résiduelles. Depuis 2010, elle y occupe la fonction de directrice générale. Et finalement, Élise Beauregard. Élise est architecte paysagiste lead et a plus de 25 années d'expérience. Elle a travaillé sur les projets de différents domaines, parcs, développement résidentiel, sites institutionnels, etc., des petites et en grande envergure au Québec et à l'étranger. Elle a fondé son propre compagnie, Élise Beauregard, architecte paysagiste et collaborateur, pour travailler en collaboration à la création de sites qui aura un impact environnemental, culturel et social durable dans le paysage urbain. Elle est titulaire d'un baccalauréat en architecture de paysage et elle poursuit une maîtrise en sciences
sciences forestières avec concentration en études des sols urbains et forestiers ici à l'Université Laval. Donc, mesdames, bienvenue. Et on va commencer avec Danielle pour la première présentation. Alors, merci beaucoup, Alison, et merci à Mylène, Alison et à l'Institut de m'avoir invitée dans cette salle magnifique. Vraiment, vous êtes très chanceux. Alors, le mandat qu'on m'a confié, c'était de parler de rien de moins que de l'importance de la biodiversité urbaine, que je vais en fait aborder de deux façons. D'une part, dans quelle mesure on retrouve une biodiversité en ville, et deuxième point, en fait, quels sont ses rôles et sa valeur. Certains d'entre vous ont peut-être reconnu le pont de Brooklyn derrière. C'est les nouveaux aménagements des quais en bordure de la rivière Hudson, à côté de Brooklyn, et je pense que ça illustre bien le sujet de la conférence. Alors, biodiversité, je vous rappelle que c'est la variabilité des êtres vivants, mais pas seulement des êtres vivants, aussi des écosystèmes dont ils font partie. Donc, je vais parler de la biodiversité urbaine du point de vue des habitats, écosystèmes et du point de vue des espèces, avant, comme je le disais, de discuter de son rôle. Donc, en milieu urbain, quelles sont les caractéristiques du milieu urbain? C'est une photo de Montréal, ça aurait pu en être une de Québec, bien sûr. Alors, on voit que les habitats sont extrêmement fragmentés en milieu urbain. Par contre, souvent, les villes sont sises dans des points chauds de biodiversité. Donc, il y a au départ une biodiversité très importante sur le site des villes. Par ailleurs, on dit que oui, les habitats sont fragmentés, mais on a une grande diversité d'habitats en ville, dont certains sont vraiment propres au milieu urbain. Bon, désolé pour le petit bruit, là. Donc, certains sont propres au milieu urbain parce qu'ils sont plus chauds, plus secs, plus contaminés que les sites qu'on pourrait trouver dans les milieux environnants. On retrouve aussi des écosystèmes qui sont analogues à des habitats qui seraient analogues à des habitats plutôt rares dans la région avoisinante des villes, c'est-à-dire des habitats qui sont analogues à des falaises, à des affleurements rocheux, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une grande diversité d'habitats, comme je l'ai dit. Il y a des villes comme Berlin, par exemple, qui ont fait l'exercice de répertorier, de classifier les biotopes qui sont présents. Et vous voyez qu'on en a retrouvé, on a établi 12 classes de biotopes à Berlin. Et dans ces biotopes, on retrouve des types de biotopes très diversifiés. Autant des biotopes qui sont des sites rudéraux, du sol en développement, les régosols, que des biotopes de buissons, d'alignements d'arbres et de boisés, par exemple, et des biotopes spéciaux dans lesquels probablement rentrent, par exemple, les toits verts, qui sont des habitats à part entière, mais un peu spéciaux. En termes de composition en espèces, qu'est-ce qu'on retrouve? On a une diminution des espèces indigènes qui ont besoin de larges superficies ou qui se dispersent très peu ou dont les habitats diminuent en superficie simplement à cause de l'urbanisation. Par contre, on a une augmentation généralement des espèces indigènes généralistes de courte vie ou de milieux ouverts parce que je pense que si on regarde le campus ici, c'est un excellent exemple. On est dans un milieu urbain beaucoup plus ouvert que, par exemple, le milieu forestier qui serait le milieu naturel environnant. Et évidemment, on a beaucoup d'espèces introduites. Il y a plusieurs études qui ont montré que les milieux urbains étaient en fait, comme je l'ai dit, très riches en espèces, mais parfois plus pauvres phylogénétiquement, c'est-à-dire qu'on a une grande diversité d'espèces, mais il y en a beaucoup qui sont reliées entre elles. Donc, on parle beaucoup du phénomène d'homogénéisation du milieu urbain, pas tellement du milieu urbain par rapport au milieu rural environnant, mais plutôt des villes entre elles, les villes qui sont dans des climats
même aussi dissemblable que, par exemple, Phoenix en Arizona et Boston en Nouvelle-Angleterre. Il va y avoir une espèce de convergence des conditions climatiques dans les villes, parce qu'on irrigue davantage le milieu aride et on a drainé des milieux qui étaient plus humides, et de sorte qu'on a une ressemblance entre les habitats et on a une certaine homogénéisation des habitats. On peut avoir aussi une augmentation des espèces rares, comme je l'ai dit, qui sont adaptées à ces habitats un peu particuliers qu'on retrouve peu en milieu naturel, mais pour lesquels on retrouve des analogues en milieu urbain. Par exemple, les falaises, comme je le disais, les affleurements rocheux. Donc, pensons aux faucons pèlerins qui, à Montréal et peut-être à Québec aussi, nichent dans des tours, comme ici, une des tours de l'incinérateur des Carrières. On retrouve aussi des nouvelles espèces ou des écotypes, des nouvelles espèces, notamment des espèces qui en Europe ont évolué à partir d'espèces du genre rhinotère qui ont été importées d'Amérique du Nord, et aussi des écotypes qui vont être plus adaptés à un milieu plus sec ou plus contaminé. Donc, on a malgré tout, comme je le disais, une biodiversité en milieu urbain qui peut être assez importante, bien que la composition change par rapport au milieu naturel. Ici, l'exemple du rapport que la Ville de Montréal a écrit, publié en fait en 2013 sur la biodiversité à Montréal. On voit qu'il y a quand même 40 espèces de plantes et 20 espèces animales qui sont menacées ou vulnérables. Parce qu'étant donné qu'on a parfois des milieux un peu particuliers qui demeurent en ville et que les villes étaient situées sur des hotspots de biodiversité, on peut se retrouver à avoir des espèces justement vulnérables ou rares. Mais la biodiversité urbaine demeure mal connue. Alors, il y a encore beaucoup de recherches à faire parce que hors des parcs naturels, on n'a pas encore nécessairement inventorié tous les types de milieux qui existent en milieu urbain. On connaît encore mal les déterminants de la biodiversité. Il se fait de plus en plus de recherches, mais quand même. Quels sont les traits fonctionnels qu'on retrouve dans la végétation qu'on retrouve en milieu urbain? Tout ça, ça se trouve à être des sujets de recherche sur lesquels des membres du groupe de travail sur la biodiversité urbaine travaillent, mais aussi d'autres chercheurs qui sont affiliés au Centre de la science de la biodiversité du Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, bien sûr. À quoi sert la biodiversité en milieu urbain? En fait, la biodiversité en milieu urbain permet, comme en milieu naturel, mais on va voir comment ça s'exprime en milieu urbain, elle permet donc elle rend des services écosystémiques, ou si vous préférez, elle a des bénéfices ou elle a certaines fonctions. Si on divise ces services en utilisant les catégories qui sont généralement utilisées pour parler des services écosystémiques, on peut parler de services de régulation, d'approvisionnement culturel ou de soutien. Alors, approvisionnement, mais je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, les concepts de forêt nourricière, le glanage en milieu urbain, c'est-à-dire la récolte de plantes ou de champignons sauvages pour se nourrir, comprendront que effectivement, ça prend une diversité d'espèces pour pouvoir avoir un approvisionnement tout au long de l'année. Bien sûr, on nourrira pas la population des villes avec l'agriculture urbaine, mais la diversité est essentielle. Idem aussi pour tout ce qui est de l'apiculture, puisqu'on a besoin d'une diversité de végétaux pour que les abeilles domestiques, notamment, puissent donc avoir suffisamment de plantes pour butiner tout au long de la saison. En termes de régulation, on a aussi besoin d'avoir une biodiversité pour une meilleure régulation du climat et de l'eau. Je vais vous parler surtout de l'eau. Par exemple, il y a des recherches qui ont été faites par des équipes de Melbourne en Australie qui montrent que pour la rétention, l'infiltration de l'eau, le traitement des eaux pluviales, on a avantage à avoir une diversité d'espèces, diversité sur le plan des traits fonctionnels, notamment des traits comme la vitesse de croissance qui permet évidemment d'absorber beaucoup d'eau et aussi d'absorber
de l'azote, mais aussi des traits fonctionnels qui permettent l'infiltration de l'eau, comme d'avoir des racines plus épaisses, etc. Donc, on a besoin d'une diversité parce que chaque type de végétal, et vous comprendrez que je suis plus experte en végétaux qu'en animal, il faut avoir une diversité de végétal pour remplir finalement toutes les fonctions qu'on veut que les infrastructures vertes remplissent. Les fonctions de soutien, donc, évidemment, pour ce qui est de la photosynthèse, généralement, plus un écosystème est diversifié, plus on aura de biomasse produite. Et donc, ça rentre dans les écosystèmes de services et donc séquestration du carbone, etc. Pour le recyclage des éléments nutritifs, bien, on va parler du sol plus tard. Je pense qu'Élise va certainement le mentionner, qu'on a besoin évidemment d'une belle biodiversité de détritivores pour être en mesure d'avoir un cycle d'éléments nutritifs qui soit fonctionnel. La partie culturelle esthétique, il y a de plus en plus de recherches qui montrent qu'il y a une préférence pour des aménagements plus, pour des milieux naturels, semi-naturels ou aménagés qui présentent un certain niveau de diversité. Je vous dirais que chez les chercheurs, il peut y avoir un débat à savoir si c'est une biodiversité, une diversité moyenne ou une haute diversité, mais la diversité est appréciée. Cette diversité-là a aussi un impact sur la réduction du stress, sur la restauration de l'attention, donc des éléments liés plutôt à la santé. Et puis, pour ce qui est de la récréation, évidemment, on n'a qu'à parler à des gens qui s'intéressent à l'ornithologie, aux végétaux, pour comprendre que la biodiversité en milieu urbain a aussi, ou en entomologie, les gens qui s'intéressent aux papillons, etc., que d'avoir une biodiversité a aussi un impact social. Et ça, comme je le disais, autant dans les aménagements que dans des milieux semi-naturels. J'ai une étudiante qui a travaillé sur une friche, sur 2 friches en fait à Montréal qui sont utilisées par le grand public. Et le fait d'avoir une diversité végétale et d'avifaune et d'insectes était vraiment apprécié par les résidents qui allaient faire, par les riverains en fait, ou les utilisateurs plutôt, qui allaient soit observer des oiseaux, qui amenaient les enfants. Donc, il y avait tout un volet éducatif aussi à cause du fait de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est des dimensions sociales auxquelles il faut penser aussi et qui font en sorte que la biodiversité en milieu urbain est vraiment essentielle. Je vais terminer par la question de la résilience. Pour fournir tous ces services écosystémiques, les infrastructures vertes, les parcs, etc., doivent être capables de résister aux différents aléas climatiques, entre autres, qui peuvent survenir. Et le fait d'avoir une biodiversité c'est une espèce d'assurance risque, donc permet d'augmenter la résilience du système socio-écologique. Je vais donc terminer par dire que la biodiversité en ville, elle n'est pas seulement importante, elle est essentielle. Merci. Bonjour, moi aussi ça me fait très plaisir d'être ici et comme je viens aussi de Montréal, vous allez avoir quelques photos de Montréal, pas de Québec, mais le milieu urbain, comme on le disait, est relativement homogène. On est qu'à 250 km de toute façon. Alors, je veux juste vous dire un petit peu qui on est au CRE Montréal, parce que contrairement peut-être à l'université, c'est plus évident. Ça va vous situer un peu la présentation que je vais faire, qui va être dans un ordre un peu évidemment différent de ce que Daniel Dagenet a fait avant moi. Nous, on est un organisme à but non lucratif. Il y a un CRE d'ailleurs dans la grande région de la capitale nationale. On est l'instance régionale en environnement pour le territoire de l'île de Montréal. Donc, on s'occupe beaucoup des enjeux qui sont en lien avec ce territoire-là. Et on a évidemment un regroupement qui s'occupe d'enjeux plus pan-québécois. Alors, on est aussi dans cette dynamique-là. On peut regarder ces enjeux-là à cette échelle-là. On suit
tous les dossiers donc qui traitent autant d'aménagement du territoire, toute la question des changements climatiques, le développement durable de façon générale, espace vert, milieu naturel bien entendu, et puis tous les autres dossiers, qualité de l'air, la qualité de l'eau, le transport, matières résiduelles. Je vous dis ça parce que vous allez voir que dans la façon, dans notre approche, même sur la biodiversité, le vert, on essaye de lier tout ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses souvent qui permettent d'avancer quand on les prend par tous ces éléments-là. Alors ça, c'est des genres de projets, de dossiers qu'on mène au CRE Montréal. Et notre expertise, en fait, elle se base sur à la fois des projets qu'on a menés, qui sont toujours des projets qu'on essaye d'être un peu novateurs pour amener une vision et ensuite faire en sorte qu'elle s'étende à l'ensemble du territoire et surtout qu'elle percole chez les décideurs, parce que nous sommes juste un organisme à but non lucratif, donc pas les décideurs. On peut juste être dans l'idéation et soutenir des bonnes pratiques. Alors, on a développé beaucoup d'expertise au cours des années. On a développé des projets, que ce soit pour les secteurs industriels, commerciaux, comment mettre en place un changement de philosophie au niveau des centres commerciaux avec Ma Place Nature. On a aussi beaucoup travaillé à mettre de l'avant la fameuse norme BNQ qui a été développée, qui est spécifique pour les stationnements, qui est dans la lutte aux îlots de chaleur, mais qui évidemment traite de façon très précise le verdissement de ces zones grises. Et on fait donc beaucoup de suivi des politiques publiques. Alors, à Montréal, il y en a quand même beaucoup qui traitent du vert, du verdissement, de l'arbre, des milieux naturels. Évidemment, on a parlé de l'Agril Dufresne, qui est un énorme problème, je vais y revenir. Et aussi, on le regarde aussi beaucoup avec les outils de planification d'urbanisme. Alors, je ne sais pas s'il y a des urbanismes dans la salle, mais c'est certain qu'en ville, on ne peut pas faire fi de cet enjeu-là, parce que quand certaines choses sont inscrites dans des schémas d'aménagement, dans des plans d'urbanisme, dans du zonage, c'est très difficile après de revenir ou de changer ça et de faire en sorte que donc le vert et par conséquent la biodiversité prennent plus de place. Alors, c'est des choses très, très importantes. Je vous amènerai sur, au fond, des opportunités, des défis qu'on voit pour faire plus de place à la biodiversité en ville. J'ai commencé par les outils de planification, comme je vous le disais, et on est dans un moment clé pour ça. Les MRC ont adopté leur schéma, sont en train d'adopter leur schéma, ou ont fini d'adopter, ça dépend où vous vous situez, leur schéma d'aménagement. De là vont découler pour toutes les municipalités l'obligation d'adopter ou de s'assurer que leur plan d'urbanisme soit conforme, et ensuite tout leur règlement, donc le zonage, est-ce qu'on fait un zonage parc, etc., un zonage vert, qu'est-ce qu'on permet, quelles sont les obligations. Ce qui m'amène au règlement, la réglementation municipale. Il y a des choses, et je vais revenir beaucoup sur la question du stationnement, parce qu'en milieu urbain, où sont les endroits qu'on peut aller chercher pour mettre plus de vert, plus de biodiversité? Ils sont assez, somme toute, limités. C'est sûr que sur le campus ici, vous avez de quoi amener encore plus de biodiversité parce que vous bénéficiez déjà pas mal d'espaces verts. Mais il y a beaucoup d'endroits en milieu urbain, puis je parle surtout évidemment dans des municipalités assez denses comme Montréal. Si on ne va pas le chercher dans les zones de stationnement, on est toujours plus limité. Alors ça va être bien important, je vais y revenir. L'agriculture urbaine aussi, ça, pourquoi je parle de réglementation, c'est qu'au fond, si on ne permet pas l'agriculture urbaine, si on ne la favorise pas d'un point de vue de réglementation, et je prends à Montréal, il y a des arrondissements qui ont pris des décisions de réglementer, comme pour le stationnement, pour favoriser. Je vais y revenir pour ça aussi. Et politique, plan, de façon générale, ça c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'il y ait des enjeux. Je vous donne par exemple le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la communauté métropolitaine de Montréal.
ils ont finalement inscrit des objectifs très concrets en termes de superficie, de pourcentage d'aires protégées, de milieux naturels et de zones boisées, de corridors verts et bleus. Ça, c'est très important parce que, comme je vous le disais, la conformité se descend. Donc ensuite, quand on arrive au schéma, ils sont obligés de se conformer là, c'était le plan métropolitain et les plans d'urbanisme également au schéma. Alors, il faut que ça soit inscrit quelque part, même si c'est une vision, même si c'est plus général, parce que si ce n'est pas inscrit, ben, ensuite, les étapes subséquentes n'ont pas l'obligation de l'inscrire. Alors que si c'est déjà mis, ben, il y a quand même déjà un gain qui est fait. Alors ça, c'est bien important. Il y a aussi des éléments, c'est évidemment des opportunités, des défis. Le Code du bâtiment, il y a eu dernièrement un colloque sur les toits verts. Je pense que c'est un défi aussi de s'assurer que le Code du bâtiment soit à jour avec notre réalité d'aujourd'hui, nos pratiques et notre volonté de mettre aussi plus de verre par rapport au gris que l'on a habituellement. La question de la grille du frêne, qui est un enjeu majeur à Montréal, c'est on est potentiellement pour perdre 200 000 arbres sur le domaine public et peut-être la même chose sur le domaine privé. Alors, ça fait 400 000 arbres, c'est énorme, des arbres pour l'essentiel souvent matures. On va essayer d'en sauver un certain nombre ou de retarder leur mortalité. Et ça pose tout le problème de la campagne de communication parce qu'il y a le danger à travers ce genre de choses-là. C'est un enjeu, à la fois c'est une opportunité et c'est un danger. Une opportunité parce qu'on peut dire aux gens, au fond, regardez, vous voyez l'arbre qui n'est plus devant chez vous, qui ne voyait pas parce qu'il le prenait pour acquis. Une fois qu'il est coupé, c'est là qu'on s'aperçoit souvent qu'il y en avait un. Mais en même temps, quand on va dire aux gens, vous devez payer pour couper votre arbre, puis en planter un, les gens vont se dire, ben, parce qu'il est mort à cause de la maladie de l'insecte, ils vont peut-être dire, ben, je ne vais pas en replanter, ça me coûte de l'argent. Alors, il y a aussi la communication versus d'une dépense versus un investissement au niveau du verre qui n'est pas encore, et la biodiversité évidemment encore plus, qui n'est pas encore rentré plus assez dans les mœurs. Donc, je pense que ça va être très, très important. Et il y a des projets majeurs d'infrastructure. Alors là, c'est sûr qu'il ne faut pas rater non plus le coche à ce niveau-là pour intégrer des projets. Je vous en donne un exemple. Évidemment, c'est sur le territoire de Montréal, mais ça illustre bien, surtout que vous avez pas mal d'autoroutes à Québec aussi. Nous, on a le projet Turcot, le fameux complexe qui doit être fait. Et le projet, au départ, coûtait 800 millions, 850. Il est passé à 3,5 milliards de dollars. Et à l'époque, le ministre, quand il a annoncé ça, il a dit, nous allons faire un milieu naturel en bas de falaise, créer un nouveau milieu humide. On va vous faire une très belle passerelle verte pour piétons, biodiversité, vélo, au-dessus. Et quand je dis une passerelle, pas une petite passerelle là, très large, comme on voit des fois en Angleterre et autres. Et puis le projet avance et aujourd'hui on n'entend plus parler de la passerelle, on n'entend plus. Alors il faut absolument s'assurer d'attacher tout ça parce que c'est des occasions extraordinaires. On s'entend qu'on n'est pas dans des projets de 3,5 milliards et il y en a quand même plusieurs, des très gros projets au Québec d'infrastructures. De rajouter le volet vert biodiversité dans le cadre du projet, c'est somme toute relativement minime. Une fois que le projet est terminé, ça sera fini. Si on n'arrive pas, par exemple, dans le cas que je vous mentionne, à faire en sorte que cette passerelle-là et les aménagements soient inclus et démarrent et soient construits au fur et à mesure, on ne les aura jamais parce qu'ils ne mettront jamais les millions, même si c'est quelques millions sur plusieurs milliards, à la suite du projet. Donc ça, c'est bien important d'être en amont et de s'assurer dans ces projets-là, et il y en a beaucoup sur la table, que ce soit par des promoteurs immobiliers ou autres, que ces projets-là soient inscrits directement dedans. Pour la réglementation, je reviens un petit peu, je vous donne des exemples. Je vous parlais du stationnement, ça paraît un petit peu à l'extérieur. Nous, on a développé beaucoup une expertise dans le volet stationnement, comme je vous le disais, parce que c'est beaucoup d'espace. Je parle des stationnements. Alors, on peut parler de stationnement public sur rue. Là, c'est des espaces publics privatisés, mais aussi, on sait tous, les grands espaces de stationnement. Quand on sait qu'une voiture, ça demande entre 3 et 4 espaces de stationnement
pour le soir chez elle, pour le travail, pour les courses, etc. C'est beaucoup d'espace qui est alloué aux véhicules et ça a des incidences importantes. On se base beaucoup, et je suis convaincue que Québec, c'est aussi le cas parce que c'est le cas à peu près partout. On se base sur un outil qui date des années 70 américain pour statuer de quel est, quand il y a un projet immobilier ou autre, industriel, quelle est la quantité minimale de stationnement que l'on doit avoir et le maximum. Or, quand on met des minimums très élevés, bien, vous pouvez imaginer que ça vient prendre la place souvent des espaces verts parce que ce soit une entreprise, que ce soit une résidence, si on vous oblige par appartement, par logement, à avoir tant de stationnement, bien, vous réduisez vos espaces verts. Donc ça, c'est bien important. Il y a des arrondissements qui ont pris des décisions, notamment à Montréal, il y en a plusieurs. Saint-Laurent était un des premiers. Ils ont tous les autres points, et ces 11 points qui font partie de ce règlement, sont importants parce qu'ils ont aussi, du fait qu'ils demandent qu'ils soient plus étroits, de réduire, etc., font qu'on laisse plus d'espace, mais ils ont aussi intégré des obligations, notamment de canopée, d'armature, d'espace vert. Ça, c'est beaucoup parce que dans une zone industrielle, on a tous passé à travers ça, il y en a énormément de stationnement et de zones grises à ce niveau-là. Alors, ça, c'est une chose. Après ça, on peut faire du partage de stationnement. Je regardais en venant à pied d'un autre pavillon ici, vous avez beaucoup de stationnement à plein de pavillons. Mais il pourrait se dire, ben, pourquoi en avoir autant à autant de pavillons? Peut-être qu'il pourrait y en avoir moins et faire plus de partage de stationnement. Ça, c'est vrai pour les entreprises ou par exemple, ou sinon vous avez une aréna qui utilise souvent la fin de semaine ou le soir, qui a besoin d'un stationnement. Puis à côté, vous avez un stationnement d'église ou d'une entreprise qui, elle, c'est plutôt la journée, par exemple, la semaine. Alors, pourquoi pas partager? Ça fait des économies de coûts pour les deux, mais aussi ça réduit l'espace, l'empreinte au sol et ça permet de dégager des espaces pour faire d'autres choses et notamment aller chercher du verre. Alors, le stationnement est vraiment, vraiment important pour ça. Ça, c'est un bel exemple pourquoi Saint-Laurent, l'arrondissement, c'est quand ils ont vu la carte des îlots de chaleur, ils ont un peu peur. C'est un des plus gros sur l'île de Montréal. Et là, vous avez une belle photo d'un très beau stationnement sans zéro, évidemment, verdure, comme on peut le voir. Un autre arrondissement qui a fait quelque chose, Rosemont-la-Petite-Patrie. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut pousser pour vraiment s'assurer que ça percole dans nos villes. Eux, ils ont carrément demandé que 25% de la superficie d'un terrain dans une nouvelle construction, ça soit pour du verre. Et ça, c'est quand même beaucoup, hein. Nous, à Montréal, on avait jusqu'à présent 10%. Ça, c'était l'obligation de base, même s'ils pouvaient souvent négocier, dire on en met moins, mais on le donne à un fonds pour fin de parc. Mais là, ça veut dire que localement, on vient de perdre un espace potentiel. Là, c'est 25%. Là, Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est quand même un arrondissement très densément peuplé. Là, on n'est pas dans de la banlieue, on est dans un quartier central. Ce qui fait que c'est quand même courageux. Puis je peux vous dire que depuis que Rosemont a déjà pris certaines choses pour les toitures blanches et vertes, etc. Il y a aucun promoteur qui est parti de l'arrondissement qui a dit « je fais pas mon projet chez vous, ça n'a pas de sens ». Au contraire, c'est souvent une marque de commerce. Donc ça, c'est aussi un espace qui nous permettrait d'aller chercher des lieux pour de la biodiversité donc dans une réglementation, sachant qu'une réglementation pour un arrondissement, ça coûte pas cher. Hein. Quand on est dans les aménagements, c'est autre chose, mais mettre en place une réglementation, évidemment, c'est un courage politique, mais ce n'est pas nécessairement très dispendieux. Puis là, on a des exemples de réglementations qui ont déjà été appliquées, donc le service juridique, etc., c'est un petit peu moins compliqué. Là, je vous donne un autre exemple aussi. Quand je vous parlais des normes minimales versus des normes maximales, c'est un projet de construction à Montréal où ils se sont battus un bon bout de temps pour dire nous ne voulons pas de stationnement pour notre construction de résidences domiciliaires. C'est un mélange d'habitation coopérative, HLM et autres.
Mais au départ, c'était interdit parce que la norme les obligeait à avoir un certain nombre de stationnements par logement. Ils ont négocié, et ce qu'ils ont négocié, entre autres, c'est de dire, on va avoir plutôt des places pour du covoiturage. Donc, les voitures communauto, comme le panneau l'indique. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de récupérer tout cet espace-là qui, sinon, aurait été en macadam pour un espace vert. Alors, là, c'est juste après, là, j'espère que on peut mettre probablement plus de biodiversité, mais au moins, le potentiel est là. C'est surtout ça qui est important, c'est de se dire qu'on ait l'espace pour donner la place à la biodiversité. Donc, ce genre de pratique-là permet, mais ça a demandé la négociation avec les élus, les changements de réglementation. Alors, je vais vous parler, nous, je vous disais qu'on avait beaucoup de projets, de dossiers qui se sont montés. Je vais vous en parler un qui a vu le jour très à court terme. Là, en fait, il y a un mois de ça, qui s'appelait le projet ILO, qui est l'intervention locale en environnement et aménagement urbain. Je vais vous en parler surtout parce que ça vient dans le sens des interventions que nous, on y voit pour amener aussi beaucoup plus de biodiversité, de verre, etc. On a choisi un territoire de Montréal dans l'Est qui est à la fois très pauvre au niveau des revenus des citoyens, mais aussi pauvre en biodiversité, pauvre en verdure. Il y a 2 autoroutes qui la traversent. Vous allez voir des zones industrielles assez grandes. Et donc, on se penche sur ce secteur-là pendant 2 ans, en partenariat avec un très, très grand nombre de personnes locales et régionales. Ça, c'est le territoire. Alors, on peut voir que, somme toute, vous avez très peu de grandes sphères vertes. Il y en a même une qui, quand vous voyez en haut, au milieu à peu près, tout en haut, la plus grosse tache verte. Dans les faits, il y a un gros bout, c'est un bois qui est un parc nature encore acquis depuis plus de 10 ans, mais non ouvert à la population. Et le reste, c'est un golfe qui vient d'être malheureusement zoné industriel, ce qui fait que vous pouvez imaginer ce qui va devenir dans quelques temps. Donc, ça, c'est encore malheureux, parce que quand on regarde le reste, la population est très peu vernie en termes d'espace vert, surtout que ce que vous voyez en haut, plus vers la droite, c'est les fameux réservoirs d'essence des compagnies pétrolières. Alors, vous imaginez à côté de quoi tous ces gens-là vivent et travaillent. Alors, dans le cadre du projet, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment à la fois d'augmenter le couvert végétal. Quand je vous disais d'essayer de jumeler tout, la réglementation, les pratiques, le verdissement, d'aller chercher des engagements courts, moyens, long terme, d'assurer vraiment de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient commerciaux, industriels, qu'ils soient le MTQ, que ça soit le Hydro-Québec, il y a des grandes lignes aussi. Alors, c'est de travailler avec tous ces gens-là, puis se dire comment on fait pour à la fois amener plus de biodiversité, puis là, on travaille aussi sur les corridors verts, les corridors bleus, s'assurer que l'ensemble de ces gens-là travaillent ensemble et fassent un réel changement. On a 2 ans pour ça, sur le terrain. Des engagements court terme, donc des actions court terme. Du long terme, nous, on veut qu'il y ait des engagements. Je vous parlais des stationnements. Il y a des énormes stationnements, puis c'est sûr que c'est pas en 1 an, 2 ans qu'on va pouvoir nécessairement faire ces changements-là, mais on veut des engagements, de plans de réflexion. Ils ont tous des plans de réflexion de stationnement, souvent sur 10 ans. Qu'à chaque fois qu'ils font une tranche, ils la réfléchissent avec une récupération pour du verre. Alors, c'est tout ça qu'on va travailler. Et dans ce cadre-là, nous, on vise vraiment à sensibiliser tous ces acteurs-là. Ils sont très, très nombreux sur le territoire. Vous avez à peu près tout. Vous avez le port de Montréal, donc vous avez même le fédéral, etc. Et on veut s'assurer qu'on consolide tous les liens verts, les liens bleus. Vous allez voir, on va essayer aussi de se coller à une perspective aussi d'une volonté qui avait été exprimée par la ville, mais qui pour l'instant n'a absolument pas vu le jour, probablement de par la complexité et du nombre des acteurs qu'il faut interpeller. Évidemment, on veut que ça soit ensuite transférable comme modèle, idéalement, pour que ça puisse aller plus loin. Nous, on est un organisme, on n'est pas ceux qui vont planter, on n'est pas ceux qui vont désasphalter, on n'est pas des spécialistes d'architectes de paysages et autres. On est vraiment à la coordination, puis en termes de facilitation
pour le maillage, parce que c'est ça qui nous manque en ville, c'est le maillage beaucoup aussi entre les organisations, que ce soit sur le terrain, faire la synergie des interventions, puis le lien avec toutes les administrations. Puis à Montréal, c'est bien compliqué, là, on a des arrondissements, la ville centrale, l'agglomération, etc. Alors faire le lien avec tout ça, puis évidemment mobiliser, ça va être beaucoup le travail qu'on va faire, et surtout convaincre aussi les décideurs à embarquer. Ça, on s'est basé sur la carte des îlots de chaleur. Alors vous voyez clairement qu'il y en a des gros. Les traits foncés, c'est les plus forts. On a aussi beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on a comme végétation en place. Alors, sur cette base-là, on va superposer toutes les cartes. On superpose aussi la carte santé, donc qui intègre îlots de pauvreté, îlots de chaleur, défavorisation. Puis on va vraiment regarder tout ça pour s'assurer que les interventions soient les plus utiles et appropriées possibles. On intègre aussi, il y a un scientifique qui est spécialisé, on a la chance à Montréal, Andrew Gonzalez, qui est à McGill et qui s'occupe de la question des corridors verts, des corridors écologiques, corridors verts, corridors bleus. Alors, vous voyez le territoire, on va aussi intégrer ça pour s'assurer qu'on met en place cette volonté-là. Et puis, on va se servir de certains atouts qu'on a. Ça, c'est dans la politique de protection de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Montréal. Ils avaient déjà noté que en haut, à gauche, vous avez un ruisseau, un des derniers ruisseaux qui nous reste à Montréal, qui est protégé, qui est en parc maintenant, qui demande encore pas mal d'aménagement, avec d'autres espaces. Je vous parlais du bois qui est encore non ouvert à la population, et puis malheureusement du golfe qui risque de disparaître. On va tenter de le sauvegarder, mais je ne sais pas si on va y arriver. Et puis la promenade Belle-Rive. Donc faire tous les liens et faire des connexions à travers tout ça. Je vous parlais des corridors Hydro-Québec et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Alors, je suis pas loin de terminer. Au fond, dans ce projet-là, ça illustre en fait notre réflexion à l'ensemble des enjeux. Je pense qu'il faut vraiment tout mettre ensemble. Donc, il y a la perspective de lutte aux îlots de chaleur. Évidemment, ça ne sont pas juste de l'été. De lier le vert et le bleu. On oublie très souvent le bleu en ville, vraiment. Et je pense par exemple à l'île de Montréal, il y a presque aucun Montréalais qui serait capable de vous donner les noms des ruisseaux qui nous restent à Montréal, et pourtant il nous en reste une douzaine, ça serait pas si difficile, mais ils sont sur quasiment aucune carte. Et malheureusement, ça fait qu'on s'en préoccupe pas. Ils ont soif, souvent ils manquent d'eau, ils sont pollués, etc. La question de l'accessibilité, on va travailler beaucoup sur l'accès, parce que on ne peut pas demander plus de biodiversité, plus de milieux naturels en ville si la population ne se l'est pas appropriée, ne sait pas qu'il y en a un. Je vais vous montrer le bois d'Anjou. Il est acheté par la ville de Montréal, par l'agglomération de Montréal depuis des années, mais il n'est pas ouvert à la population. Personne ne sait qu'il y a un parc ici, parce que si je vous montrais une carte bien détaillée, vous verriez que pour s'y rendre, bon courage, vous avez des espèces d'autoroutes à 6 voies, pas de trottoir, pas convivial, vous pouvez pas y aller en famille, en vélo, à pied ou autre. C'est fait qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. La biodiversité, on va travailler, les actions aussi majeures sur le territoire, puis surtout des solutions innovantes. Ça, on veut vraiment travailler beaucoup là-dessus. Ça va être vraiment majeur. Alors, voilà, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici pour vous entretenir du sujet de la revalorisation des sols urbains, un enjeu pour une végétation durable. Ce que j'entends par sol urbain, ce sont les sols qui sont dédiés au soutien des écosystèmes, de la végétation, de la biodiversité. Et par valorisation, c'est la fertilité, c'est d'être capable qu'on ait des systèmes qui sont résilients, comme Daniel l'a évoqué, et pour les projets que Coralie planifie. Donc, moi, je suis architecte paysagiste, donc j'ai pratiqué beaucoup, et puis à un moment donné, je me suis dit, comment se fait-il qu'on a de la difficulté à insuffler une force écosystémique dans nos aménagements? Parce qu'en fin de compte, c'est absolument primordial dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre une pause et puis de faire une maîtrise avec ma directrice ici, Alison Munson, en aménagement forestier pour approfondir les écosystèmes et aussi les sols.
Donc, avant de débuter, là, de vous présenter la présentation en détail, en fait, le fruit des recherches qu'on est en train de faire, il y a, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a décrété l'année 2015 comme l'année internationale des sols. Et puis, j'ai pensé partager avec vous une phrase de son directeur général, Graziano da Silva, qui, je trouve, synthétise bien. Donc, les multiples fonctions des sols passent souvent inaperçues. Ils n'ont pas de voix et peu de gens s'expriment en leur nom. Les sols sont nos alliés silencieux dans la production alimentaire, évidemment, mais dans la lutte contre les changements climatiques et dans le maintien de la biodiversité de la planète. Donc, ici, évidemment, nous dépendons des sols et en milieu urbain, d'une façon encore plus ou tout aussi criante. Bon, on sait que les sols vont soutenir notre végétation. En alimentation, on le connaît, mais les sols, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Le sol est un élément minéral, puis un élément humidifié qui est la matière organique qui devient stable. Et quand on la perd, c'est irrévocable parce que ça prend des centaines d'années à se refaire. Les sols aussi contribuent au changement climatique parce qu'ils sont, au niveau continental, le puits de carbone le plus important. Il contient 4 fois plus de carbone que dans la végétation. Ensuite, évidemment, au niveau urbain, on en a parlé tantôt, les villes sont des milieux imperméabilisés et on a énormément besoin de capacités d'infiltration dans nos sols. Et un sol en santé, en vie, en bonne relation avec sa végétation, a une capacité de rétention parce qu'il a une meilleure structure. On en parlera tantôt. Mais surtout, le sol maintient le quart de la biodiversité du monde. Et le sol est une matrice tridimensionnelle dans laquelle la plante et le sol et tous les éléments biologiques se mettent en place et assurent une pérennité, une résilience. Quand on dit une résilience, c'est qu'il est capable de supporter des stress puis de revenir. Et en fait aussi, c'est un équilibre entre des propriétés physiques, biologiques et chimiques. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Donc, qu'est-ce qu'un sol urbain? Ici, on a parlé tantôt, on a Montréal, on a l'échangeur Turcot. Bon, on va parler un petit peu des villes. Donc, une ville, il y a des scientifiques il y a beaucoup de définitions de ville, mais la définition scientifique au niveau de territoire, c'est un milieu, et ça a été fait par Schneider récemment, qui est un milieu qui a 50 % de sa superficie qui est imperméabilisée. Imperméabilisé, c'est construit, il y a de l'asphalte et par exemple, Montréal, a 80 % de sa surface. Québec, ici, vous avez plein d'exemples aussi. On a vu les stationnements. Dans ça, le sol s'installe. Le sol, c'est le sol qui est dans nos parcs, qui est dans les espaces en avant des bâtiments, comme disait Alison en introduction, partout. Donc, qu'est-ce qu'un sol? Donc, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ça pour les considérations que la ville, les milieux urbains sont des milieux qui sont en croissance et dans lesquels le réchauffement climatique est particulièrement sévère. Donc, il y a un consensus, c'est donc que les sols urbains se distinguent des sols naturels par la perturbation de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques qu'on a parlé tantôt. Et puis ça se traduit comment? Bien, c'est une compaction, une désorganisation, un confinement, un manque de matière organique qui sont les grands responsables de la destruction de la structure du sol. La structure, c'est notre matrice. Et puis ça, une fois que la structure est défaite, ça entraîne tout un effet domino sur les cycles de nutriments, les capacités de rétention de l'eau et la fertilité. Donc ici, j'ai voulu vous montrer des exemples. Le confinement, en fait, les sols sont souvent très dans des petits espaces. Il y a de la compaction ici par des activités intensives. Ici, on a un exemple de fosse de plantation. C'est donc des murs de béton carrément. De la désorganisation, dans l'historique, surtout en ville, il y a beaucoup de construction. Donc, en dessous, il y a beaucoup le sol est tout déstructuré. L'imperméabilisation ou la construction entre les sols, la compaction ici, surtout dans les temps qu'on vit, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les villes, il y a des coupures, on revient des fois des pratiques où on amoncelle de la neige pendant l'hiver, et ça compacte le sol, plus toutes les particules qui vont contaminer. Ici, des sols en bas de pente où là, l'aménagement n'est pas en lien avec l'eau qui descend. Donc ici, on a un exemple où on a une rupture de l'écosystème, donc de la relation sol-plante qui n'est plus capable de fonctionner.
Donc ici, l'hypothèse, c'est que, évidemment, la plupart, le sol est fondamental pour soutenir le développement de l'écologie urbaine. 80% du déclin de la végétation en milieu urbain est dû à la mauvaise qualité des sols. Donc, ce qui est préoccupant, c'est que on a beaucoup, moi, ce qui me préoccupe, l'hypothèse, c'est qu'on bâtit beaucoup, on édifie des plans de développement durable basés sur tout un développement puis une pensée internationale, nationale, que les villes, pour compenser l'effet pour avoir un meilleur environnement, devraient compenser en prenant la théorie de l'adaptation par les écosystèmes. Mais en fait, si on ne se préoccupe pas des sols, et la littérature en parle, les sols sont encore peu en prise en compte, il va y avoir vraiment une difficulté de créer des milieux pérennes, en plus de le développer. Donc ici, on a vu tantôt, là, c'est une carte des îlots de chaleur de Montréal qui compte beaucoup sur la canopée, donc planter 300 000 arbres d'ici 2020. Donc, il y a quand même des stratégies, et puis c'est une approche intégrée d'apport de matière organique au-dessus et au-dessous des sols. Donc, on croit, à l'instar de Turner, qu'il y a différentes stratégies, et puis là-dessus, c'est une stratégie qui améliore la gestion de l'écologie des sols en soutenant la durabilité de la biodiversité hors sol aussi. Donc, c'est en fait tout ça pour dire que c'est de l'apport de matière organique, soit du système ou exogène, de l'extérieur. Et ça, il y a beaucoup d'exemples. En tout cas, il y a eu beaucoup de recherches en écologie, en agriculture biologique, mais maintenant aussi en agriculture industrielle, parce que c'est ça qui marche. Donc, on rajoute des systèmes, on rajoute de la matière organique pour améliorer les fonctions biologiques. Donc, il y a énormément de vie dans les sols et c'est fondamental pour que ce système-là traite la matière organique, et la matière organique va avoir des effets à travers tout le système. Elle va améliorer les fonctions chimiques et va améliorer les fonctions physiques du sol qui ont des impacts directs sur l'infiltration de l'eau. Donc ici, en fait, ce qu'on veut, c'est améliorer et protéger l'apport de matière organique, mais d'une façon constante, pas juste une fois, mais constant, dans le temps et dans l'espace. Donc, pour donner un peu ce que le sol urbain perd à cause du contexte très imperméabilisé. Donc, ce qu'on essaie de chercher, c'est une situation un peu idéale. C'est la situation idéale, c'est-à-dire qu'un sol, c'est une matrice, il y a 50% de matière solide et 50% de matière poreuse, dans laquelle, ici, c'est un échange constant, 25% les gaz, 25% de l'eau. Et ici, dans les matières solides, donc si c'est de l'argile, si c'est du sable, il y a de la matière organique, qui, nous, en milieu urbain, est très déficiente. Et ici, vous voyez, c'est ici qu'on veut intervenir le plus. Donc, c'est la jonction entre au-dessus du sol et en dessous du sol, où ici, il y a une stabilisation de la matière organique qui devient un réservoir dont on parlait tantôt. Ici, on a un exemple comment le système peut fonctionner. Donc, l'arbre, en fait, les feuilles, il faut qu'ils restent sur le terrain. Et aussi au niveau du sous-sol, les racines qui poussent meurent, les micro-organismes, les macro-organismes meurent, créent de la matière organique et tout ça crée un système où il y a un contexte de minéralisation, d'échange de nutriments. Donc, ici, on a un exemple de où sont l'apport de matière organique. Donc, il y a la matière organique qui vient des systèmes, comme ici, là, les forêts, la prairie, qui est très importante au niveau continental. Il y a autant de forêts que de prairies. Les milieux comme le gazon, et ensuite, entre les deux, le pâturage, ou pour nous, finalement, ce serait des gazons qu'on laisse un peu pousser. Et il y a le compost. Et ici, c'est toute une panoplie d'engrais verts. Des engrais verts, c'est des légumineuses, des graminées, qui ont toutes sortes de propriétés. Ici, on a une céréale qui est traditionnelle à nous, qui est le sarrasin. Donc, on s'intéresse évidemment à améliorer la fertilité des sols avec les arbres, mais on a commencé à regarder par les gazons. Pourquoi? Parce que les gazons, en fait, c'est ce qu'on retrouve à travers toutes les villes. Donc, si les villes
croissent, les gazons croissent. Et il y a des scientifiques qui disent que l'une des bonnes stratégies, ce serait de mettre de la biodiversité dans les sols pour augmenter nos performances. Donc ici, une caractéristique importante de la reconversion des écosystèmes naturels en territoire urbain est l'introduction de la pelouse, comme je viens de dire, en lieu et de la succession des prairies. Il y aurait environ 8% du territoire des États-Unis utilisé par l'urbanisation intensive. Et de cette surface, la pelouse représente 63 800 km², ce qui est évalué à 3 fois la superficie des cultures irriguées aux États-Unis. 163 800 km², c'est plus grand que le Maine. Donc, nous, on a fait des études de cas. Ici, c'est le site du Vieux-Port. Pour ceux qui connaissent Montréal, c'est le site le plus utilisé. 6 millions de gens. Le port a l'obligation de garder les espaces verts. Et on a fait, les gestionnaires nous ont demandé, ils étaient inquiets, ils trouvaient que le gazon déclinait, qu'il y avait des problèmes de filtration d'eau, que ça donnait des problèmes aussi au niveau de certaines, l'aspect de certains arbres. Donc, on a fait 42 tests. On a fait des discussions avec eux, on a compris l'historique, qu'est-ce que leur usage, etc. En fait, le gros problème, c'est un problème de gestion parce que même si pour certains, s'il y a des ingénieurs forestiers ici, c'est un petit territoire, mais pour une ville, c'est grand. Mais il y a les quatre parterres ont 4 textures différentes. La végétation est la même pour tous. Et aussi, il y a une problématique où, particulièrement ces dernières années, il y a beaucoup de sollicitations. Les surfaces sont très occupées et on ne comprend pas quand arrêter l'utilisation parce que le système, comme on a vu sur d'autres photos, bien, finalement, le gazon s'épuise et il y a une compaction qui s'installe. Et là, c'est difficile de repartir un système. Vous comprendrez que nous, on ne veut pas aussi importer de la matière organique ou de la terre parce que c'est vraiment une pratique qui est très chère et pas durable. Donc, aussi, ce qui a été très, très intéressant, c'est qu'on a eu l'année dernière, grâce au groupe de recherche et à Mme Alice Simonson, une subvention de l'EDS, on la remercie encore, pour faire un projet pilote. Donc, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est de regarder comment on peut faire des traitements pour augmenter la biodiversité dans les sols. Ici, on est exactement dans la région dont Aurélie parlait. On est ici à la jonction de Hochelaga-Maisonneuve, donc sur un terrain gazonné d'un peu moins de 3 hectares, mais qui est occupé à 50 là, par les bâtiments d'un centre hospitalier de Teesdale, qui sont des très bons partenaires et qui ils ont bien accepté de nous prêter le terrain. Et on a donc ici installé 21 parcelles et ça a été quand même pas mal de travail sur ce site-là. Donc, je vais aller plus vite parce que je vois que le temps passe. Et donc, ici, nous avons 21 parcelles de 7 traitements différents. Je vais vous les expliquer sur l'autre diapo. Donc, on a des traitements qui sont des choses qu'on peut utiliser dans la gestion des villes et on voulait voir comment ils vont réagir sur ce sol-là. Et notre but, c'est de voir quels seraient les plus performants. Donc, il y a des traitements où on garde le gazon comme tel, mais on le laisse pousser. À l'opposé, ici, le gazon comme tel, mais on a rajouté du compost. Et le compost, c'est le compost de la Ville de Montréal. Il y en a beaucoup. Ensuite, on a des surfaces où on garde encore le gazon ici, mais là où on a intégré des engrais verts, mais en semi-direct. Donc, le gazon est resté, on fait une tranchée et on met les différentes. Et là, il y a eu différents des mélanges assez savants, dont des crucifères, ça c'est intéressant, c'est des radis chinois. Ils aident à défaire ils sont très utilisés en agriculture, en tout cas, pour décompacter le sol. Et il y a ici, il y a toujours avec le compost. Ici, des surfaces où on a enlevé la plus petite surface possible pour créer aussi des traitements d'engrais verts avec et sans compost et avec compost, et aussi la prairie. Donc, les résultats commencent à rentrer et ce qu'on voit, c'est qu'on a regardé quatre éléments au niveau du phosphore et de l'échange cationique, qui est un indicateur de nutriments. Bien, la parcelle C et D sont très, très performantes. Donc, c'est les parcelles où il y a eu du semi-direct avec compost ou de l'engrais vert, mais sur sol sans compost.
Ensuite, au niveau carbone, ça a été très intéressant. La parcelle C est un peu la gagnante, la vedette. Donc, je répète encore, c'est notre gazon qu'on a gardé et on a mis de l'engrais vert et la parcelle D suit très bien. Donc, ce que vous voyez, c'est les mesures en vert, c'est les mesures avant les traitements et en rouge, c'est à l'automne. Donc, ce que ça nous dit, c'est que après ça, nous, bien évidemment, il y a toutes sortes de questions. Quel est celui qui a des rendements économiques, etc. Et ça nous donne ici des possibilités, des visions. Comment on peut, sur une vision d'ensemble, changer l'aspect des gazons et augmenter les services écologiques. Parce que les services écologiques, en fait, c'est toute la question du climat, du microclimat. Et on croit beaucoup, en fait, c'est prouvé que, entre autres, les prairies vont créer plus d'humidité dans l'air. Puis aussi, au niveau des prairies, il y a une rhizosphère extrêmement abondante qui, elle, crée une capacité de rétention d'eau très intéressante. Donc ici, on a une suggestion où on travaille par pastille. On peut faire là un peu de jachère, etc. Et ça peut changer d'année en année jusqu'à... Et si on a besoin d'améliorer beaucoup la fertilité, on y va par année et ultimement, on peut venir intégrer les prairies fleuries. Parce que dans mon expérience, les prairies sont difficiles à implanter en milieu urbain. Souvent, c'est difficile. Donc, on veut chercher quelque chose parce qu'on connaît les impondérables, ça coûte cher, on veut avoir le plus de rendement possible. Donc, ici aussi, c'est une vision au Vieux-Port où, évidemment, il pourrait y avoir là, des grandes surfaces de toutes sortes de prairies, etc., mais aussi où le gestionnaire pourrait décider, OK, j'ai été le premier mois, j'ai utilisé beaucoup mon gazon, je vais le laisser en jachère, le mettre avec du compost ou je vais mettre de l'engrais pour le récupérer, je m'en vais ailleurs. Et entre ça, il y a un paysage qui s'installe. Donc, pour vérifier aussi le paysage, on a dans notre subvention, on a une partie qui est très, très importante, c'est une partie éducation. Et donc, sur le site, on a même mis des panneaux d'information et moi, j'ai été là souvent, donc c'est intéressant. Les gens sont très, très intéressés, sont avides de ça, mais aussi, on s'adresse plus particulièrement aux jeunes. Et il va y avoir des sessions d'information et on va demander aux jeunes d'être nos ambassadeurs, d'assimiler l'information et de la répéter et même de se promener dans leur quartier pour voir, moi, où est-ce que je pourrais faire ça aussi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, évidemment, c'est pas nécessairement... c'est une approche qui doit avoir un diagnostic. On doit en tenir compte selon le type de sol, selon nos orientations. Mais il y a des traitements où, ultimement, les traitements peuvent être relativement simples à faire. Donc, en conclusion, je dirais que la perturbation des sols est exacerbée par les effets de l'urbanisation. Ça diminue la biodiversité et modifie les écosystèmes. Et on assiste à une homogénéisation de la biodiversité dont Daniel nous entretenait tantôt. Et en fait, il y a un truc assez simple, mais il faut trouver des mesures pour aider les écosystèmes à s'adapter aux conditions sévères des milieux urbains. On ne peut pas laisser aller les choses, tout simplement. Il y a un effort de renouveler notre façon de gérer. Moi, je sais qu'au niveau contractuel, c'est souvent juste 1 an. Il faut essayer d'avoir quelque chose qui nous allonge dans le temps pour pouvoir avoir de meilleures performances. Et ça, c'est corroboré dans beaucoup de littérature scientifique. Donc, il y a une meilleure connaissance des sols qui est fondamentale aux questions de recherche en développement de connaissances en environnement. Et puis, en terminant, en fait, pour citer M. Graziella, c'est de redonner une force active au sol urbain. C'est un partenaire silencieux. Pour soutenir la biodiversité, c'est un outil fondamental. Pour réussir la stratégie qui est à base de tous nos plans de développement durable, qui est de faire face au changement climatique par l'adaptation basée sur les écosystèmes. Alors, je vous remercie beaucoup.